Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé. Aujourd'hui, on parle de post-apo. Le post-apo, j'en parle pas vraiment souvent sur la chaîne, même si c'est possiblement mon sous-genre préféré exploité après l'horreur. Même que je pense que j'en ai pas animé sur la chaîne, à moins que je me trompe. C'est des jeux qui ont marqué mon enfance. Beaucoup de jeux post-apocalyptiques ont marqué en fait mes expériences rôlistes. Entre autres, je ne peux pas passer sous silence Apocalypse World de Vincent Baker, qui était possiblement mon premier jeu post-apo, mais aussi, en fait, ma première expérience Powered by the Apocalypse. Donc, un système très narratif, avec 2D6, très différent de ce que j'avais pu essayer jusqu'à maintenant. J'étais beaucoup dans Donjon Dragon et l'Appel de Cthulhu, et ça m'a ouvert, en fait, un nouveau monde, même plus, possiblement, on va dire que le système m'a probablement plus marqué que l'univers post-apo qui était présenté, qui demeurait très vanille dans son genre, c'est-à-dire très Mad Max, avec des gens qui ont des espèces de pneus sur les épaules, puis qui conduisent des voitures avec des pics qui sortent de la bagnole. C'était une belle expérience, surtout en termes de essayer quelque chose d'autre qui sortait de la fantasy, et justement, le post-apocalyptique prend sa place dans le monde de la fiction, autant justement en série, en film, en littérature même, et bien sûr dans le monde du jeu de rôle. Il y en a eu plein, des jeux de rôle de post-apo, à tous les genres et à toutes les sauces, parce que c'est quelque chose de justement assez large, mais un peu, de quoi est-ce qu'on s'entend en fait? C'est un peu ça la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on entend par un jeu post-apocalyptique? Pour les gens qui ne connaissent pas du tout le sous-genre, eh bien, il faut penser à ce que ça se déroule dans un moment où il y a eu quelque chose qui est arrivé. C'est du post-apocalyptique, post-après l'apocalypse. Après, il y a eu quelque chose de catastrophique qui est arrivé à l'humanité, que ce soit une guerre nucléaire, qui était peut-être, on va dire, une des raisons les plus populaires à une certaine époque du monde post-apocalyptique, que ça peut être la peste, une catastrophe naturelle, ça peut être, on va dire, des changements environnementaux dévastateurs, l'arrivée d'une menace qui a décimé, on va dire, la présence de l'être humain, un virus peut-être, comme les zombies par exemple. Bref, il est arrivé quelque chose et aujourd'hui, on tente de reconstruire, ou du moins on tente de survivre dans ce monde d'après. Et ainsi, les survivants de cette humanité tentent de survivre dans un monde déréglé, des endroits maintenant qui sont complètement vides, des lieux maintenant dangereux, qui autrefois étaient peut-être des zones un peu plus réconfortantes, des dangers omniprésents, parce que c'est un peu ça aussi le concept dans le post-apocalyptique, c'est que le contexte sociétal n'est plus. Les lois qui régissaient notre monde, les règles, les lois ne sont plus d'adon, ne sont plus présentes, faisant en sorte qu'il y a une tranche d'individus ou peut-être même des créatures qui maintenant peuvent se laisser aller dans leur goût viscéral pour la violence, mais au travers de ce monde dévasté et de ces landes complètement vides, eh bien, il y a des petits îlots, souvent des points de lumière qui représentent des enclaves de survivants séparés par des longues étendues d'endroits dangereux et qui sont peut-être reliés par des routes fragmentaires et peu fiables. T'sais, on s'entend. Le post-apocalyptique, par contre, peut prendre beaucoup de formes, peut aller dans tous les sens. Il peut être très très drôle et aussi étrange, comme il peut être très réaliste et très dangereux. J'ai même déjà vu aussi du post-apocalyptique qui était un peu plus écologique, où le danger, ou du moins qu'est-ce qui a fait tomber la société d'un point de vue goût environnemental, et que maintenant aujourd'hui, les survivants tentent d'avoir une approche un peu plus conscientisée sur la manière de traiter notre planète pour que celle-ci se relève de ses cendres. Ça peut vraiment prendre beaucoup de formes, mais le point d'ancrage, on va dire le point de départ, c'est que ça se passe après quelque chose. Après quelque chose qui a le plus souvent du temps bouleversé, on va dire, notre quotidien ou la civilisation comme on la connaît. Parmi les jeux post-apocalyptiques que je peux nommer comme ça, que j'ai présenté sur la chaîne, j'ai présenté Twilight 2000, Twilight 2000, qui offre une vision très réaliste d'un futur pas si lointain, justement, et qui est peut-être un peu trop proche de notre réalité pour plusieurs actuellement. C'est comme arrivé dans un bizarre de moment, ce jeu-là. Et même si c'est fait par la Free League, c'est énormément de qualité. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment super bon. Puis c'est très, très, très bien pensé. Très beau aussi. Ben justement, on est un peu trop proche de la réalité pour que ce soit comme plaisant à expérimenter, je trouve, ces temps-ci. Mais c'est dans un côté, dans un aspect qui est très réaliste. Il y a aussi ensuite, par exemple, des Genesis, qui offre un monde d'après qui est très complexe, que Félix-Antoine apprécie beaucoup, qui est un mélange de culte, de culture, d'évolution de l'espèce humaine. C'est vraiment, vraiment super étoffé, mais aussi très différent selon les zones qu'on explore dans une espèce d'Europe et Afrique post-apocalyptique, après qu'un météore soit tombé sur Terre. Bref, il se passe des choses. Il y a Walking Dead aussi qui est sorti, fait aussi par la Free League, qui est vraiment une adaptation
fidèle en quelque sorte de l'univers de Robert Kirkman, l'auteur de Walking Dead. Et il y a par exemple aussi, je sais qu'en France, il y a eu Vermine 2047, qui va plus toucher les forces primordiales de la nature, avec l'AC de la pollution et de la dégradation et de la prolifération de l'homme. Bien soudainement, justement, cette nature-là décide de se débarrasser d'une espèce devenue indésirable. Ça me fait un peu penser justement à Cloud Empress, mais d'un point de vue plus défaitiste, on s'entend. Vermine 2047, qui a quand même un bon fanbase en francophonie. J'entends pas beaucoup parler au Québec, j'entends un peu parler ici et là, mais pas tant que ça. Je ne sais pas si les livres sont distribués, mais ça ne s'appuie pas sur un grand cataclysme fondateur, mais plus sur une succession d'événements qui ont fait basculer la civilisation. Et bien entendu, il y a également Fallout. Fallout, c'est plus qu'un jeu de rôle, bien sûr. C'est un monde, c'est un genre en soi, parce que ça a une saveur bien particulière qu'on ne retrouve pas dans les autres jeux de rôle post-apocalyptiques. C'est des jeux, c'est des nouvelles, c'est des Wikipédia, c'est des jeux de société, c'est maintenant un jeu de rôle, c'est plus encore des jeux vidéo, bien sûr. Ainsi, il faut quand même bien cerner l'ambiance qui est proposée par Fallout, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, en fait, je vais vous proposer des jeux qui, selon moi, peuvent être des bons points de départ pour émuler le genre de Fallout, si le jeu de rôle n'est moins votre style un peu. Parce que j'en avais parlé du jeu de rôle, j'ai fait une critique dessus, et bien que je ne suis pas vraiment fan du système 2D20 de Modifius. Je ne considère pas que c'est un système de jeu qui est vraiment fait pour moi. Pas du tout. Mais je trouvais que dans sa formule, dans Fallout, c'est probablement son émulation la mieux réussie. Je trouvais que ça fitait bien. Ça pouvait bien corroborer avec l'ambiance Fallout. Les règles étaient intéressantes en ce sens. Les possibilités de personnages aussi. Et je pense que si quelqu'un aime un tant soit peu Fallout et qui n'a aucun problème avec le système de Modifius 2D20, eh bien, je pense que ça pourrait être un jeu qui est parfait pour vous. Si jamais vous êtes intéressé, vous irez voir à la fin de la vidéo. Je vais probablement mettre un lien qui va vous mener à cette critique-là. Mais aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de vous présenter des jeux qui peuvent vous aider à émuler le genre de Fallout, mais qui ne vont pas utiliser justement les règles du 2D20 de Modifius. Et non, qui ne sont pas non plus officiels à Fallout, parce que vous allez devoir justement aller éplucher ailleurs, que ce soit les Wikipédia ou autres, pour pouvoir vous inspirer. Mais un peu, c'est aussi important de comprendre c'est quoi Fallout. Eh bien, Fallout, c'est une histoire alternative, c'est une uchronie, dans laquelle se mélangent le futur et le passé. On est dans quelque chose de résolument rétro, avec la musique, le style, le design visuel, mais il y a des technologies qui ne sont pas encore accessibles à notre monde moderne, que ce soit les bunkers, les robots, les robots majordomes plutôt, et plus encore. Et en particulier, les États-Unis étaient dominés par une continuation d'un rêve américain corrompu et une forme excessivement répressive de ce qu'on appelle l'exceptionnalisme américain, c'est-à-dire le besoin de mettre l'Amérique, les États-Unis, sur un piédestal, à quel point est-ce que l'Amérique est incroyable. C'est beaucoup aussi, on va dire, empreint de l'anthologie, on va dire, de la science-fiction de World of Tomorrow, qui a été publiée pendant l'âge d'or de la science-fiction des années 50. Ça a vraiment beaucoup influencé la représentation de Fallout, c'est-à-dire justement une technologie qui est un peu rétro-futuriste, comme je l'ai mentionné, rétro et futuriste à la fois. Esthétiquement, on est dans un futur inspiré. Comment est-ce que les gens, en fait, dans les années 50, pensaient à quoi est-ce que ressemblerait le futur pour les gens dans les années 50? Des voitures avec des voitures peut-être volantes à un certain point, des routes, des esthétiques art déco, une architecture dominante aussi art déco. Après ça, des ray guns, des espèces de fusils qui vont lancer des lasers, mais qui vont avoir un style un peu plus gothique, brutaliste même. C'est beaucoup ça, côté visuel, du moins pour on va dire les inspirations plus récentes, des ordinateurs à bobines, des armures qui sont super, beaucoup trop grandes pour un être humain, qui sont vraiment massives, gigantesques, inspirées par exemple, le Starship Trooper. Ça me fait penser beaucoup à Starship Trooper, les armures, et aussi Warhammer à un certain point. Des robots qui sont grands, encombrants, et qui ne peuvent pas vraiment être logiques dans un contexte d'utilité dans un monde normal. Cependant, l'esthétique du jeu a été inspirée par plusieurs sources et c'est allé dans plein de genres différents à différentes années selon le jeu qui est sorti, que ce soit Fallout 1, Fallout 2, Fallout Brotherhood, Fallout Tactique plutôt, Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas et Fallout 76 que j'ai jamais joué celui-là. Eh bien, il y a vraiment différentes sources qui sont venues inspirer
l'univers. Que ce soit, par exemple, Star Wars a inspiré Mad Max, Blade Runner, Brazil, Ghost in the Shell même, The City of Lost Children, aussi sorti en 1995. C'est vraiment tous des sujets, je suis allé faire toutes mes recherches, c'est tous des éléments qui ont inspiré le visuel, l'esthétique, l'aspect futuriste, la science, jusqu'où poussait la science dans Fallout, mais on est aussi dans ce qu'on appelle de l'atom punk, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie nucléaire pour produire de l'énergie, dans un contexte de fiction. Donc, oui, il y a des centrales qui vont utiliser l'énergie nucléaire, mais ça peut être aussi une armure, ça peut être une arme, ça peut être une maison. Une maison complète va seulement carburer l'énergie nucléaire. Quelque chose qui est, on s'entend, si c'est mal manipulé, ça peut être très dangereux. Dans Fallout, il y a des créatures qui sont le résultat de l'exposition aux radiations et des agents biochimiques. Que ce soit des créatures qui, à la base, sont un raton, une taupe normale va être une grosse taupe, mais super agressive. Des nouvelles espèces de flore et de faune qui ont été créées presque du jour au lendemain à cause de l'impact de l'explosion. Parce que oui, Fallout tire en fait son origine de ça, d'une explosion, de plusieurs explosions qui se sont éparpillées un peu partout dans les États-Unis. Et à ça, on rajoute de l'étrange, des créatures mutantes, des factions qui sont très, très, très importantes à l'univers de Fallout. Il y a beaucoup le jeu de l'emprise. C'est qui va, dans le fond, prendre le contrôle, en quelque sorte, de ce monde d'après-là. Il y a plusieurs factions qui sont en jeu. Et il y a des très belles nuances. Contrairement à certains mondes, je trouve que le post-apo a cette belle richesse-là que d'autres univers n'ont pas, ou que du moins d'autres genres n'ont pas, c'est que je trouve toujours qu'il y a une très belle nuance dans les personnages, justement les forces en place. C'est rare que quelqu'un est purement et simplement méchant, ou s'il l'est, il est définitivement un antagoniste qui est défini comme tel depuis le début. Sinon, lorsque, par exemple, dans Fallout, on peut rencontrer différentes factions, dans les jeux vidéo bien sûr, eh bien, ces factions-là peuvent avoir des côtés positifs, des côtés négatifs. C'est rare que ça va seulement être un seul bloc. Ah, ce sont les paladins super gentils ou c'est vraiment les anti-paladins super méchants. C'est pas vraiment ça. Et là, oh mon Dieu, on arrive. Juste regarder, ça fait quand même... Aïe, ça fait 20 minutes que je parle déjà du monde post-apocalyptique et de Fallout. Je suis vraiment désolé, je vais essayer de faire ça vite. Il y a des jeux de rôle de Fallout, c'est ça que je dis. Les jeux de rôle de Fallout officiel de Modifius, le 2D20. Mais là, je veux vous montrer d'autres choses, d'autres options pour que vous puissiez expérimenter le genre que propose Fallout, mais à d'autres sauces. Et ces sauces-là, eh bien, il y en a une pléthore selon moi, côté mécanique je parle, mais vous allez voir, il y a une certaine ressemblance dans les différents jeux que je vais vous proposer. C'est souvent des jeux qui sont quand même assez faciles d'accès, on s'entend côté règles, et souvent sont très OSR également. On va commencer avec le numéro 5, c'est le Rad Hack. Le Rad Hack est un jeu de table entièrement basé en fait sur le Black Hack, un peu comme Blatt's War Hack, fameux jeu d'Alexandre Kobayashi. Le Rad Hack se déroule dans un futur post-apocalyptique où les mutants, les robots, les personnes psioniques et les humains vont s'unir contre les dangers du désert. C'est très court, c'est très très petit, mais ça va vraiment au nécessaire. C'est au strict minimum, il y a peu de classes, peu d'objets, pas de peu d'objets, mais peu de règles à la manière que le Black Hack peut l'avoir. Et c'est très aussi neutre dans sa façon de présenter le monde post-apocalyptique. C'est très vanille dans l'image classique qu'on a. Donc, selon moi, c'est un bon point de départ si vous voulez tester des choses, si vous voulez expérimenter un peu l'univers Fallout, ça allait lire les Wikipédia et tout ça, et vouloir le mettre en jeu, et que vous aimez déjà le exemple Blatt's War Hack, je pense que le Rad Hack pourrait être pour vous une bonne porte d'entrée. En plus, le jeu est quand même vraiment beau. Il y a vraiment des illustrations très très cool, faites par un illustrateur que j'oublie le nom, mais que j'apprécie beaucoup. Lui, il a fait Eyes of X, que je vais peut-être aussi en parler dans une autre vidéo. Numéro 4, lui je l'ai physiquement ici dans mes mains. Il s'agit de Neon Toxic Wasteland. Un jeu de rôle sur table post-apocalyptique très... Ils disent, en anglais, ils vont dire Gonzo Vomit Punk. C'est assez 80-90. On est un peu loin de l'esthétique art déco et années 50 rétro-futuriste de Fallout. Mais je trouve que dans le ton et l'ambiance, ça reflète bien le style que propose Fallout. C'est un mélange
c'est très très décalé, on s'entend. C'est probablement encore plus décalé que Fallout, ça ne se prend pas du tout au sérieux. Fait que tout dépendant à quel point est-ce que vous avez besoin de modérer l'ambiance que propose l'ouvrage. Mais les règles sont très faciles d'accès, vraiment super simple. C'est basé en fait sur le BX, donc la boîte rouge Basic Advance de D&D, la première édition de Donjons Dragons. Et j'en ai aussi parlé dans une autre vidéo, dans une autre critique, si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Pour vrai, Neon Lord of Toxic Wasteland, c'est vraiment un beau... je trouve que c'est une belle inspiration. J'étais allé chercher des idées dans ce jeu-là pour d'autres parties, en utilisant d'autres systèmes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très cool en termes d'idées à aller exploiter pour les incorporer dans un jeu de rôle. Mais il y a comme un petit quelque chose des fois qui me bloque. Là. On dirait que l'auteur était très très tourné vers ses idées. Là. Un personnage, il y a une des classes, littéralement, il y a une des classes que c'est un robot de Ronald Reagan. C'est un peu particulier, on s'entend. C'est plus précis un peu, mais il y a des choses qui sont vraiment hot, comme genre choisir un peu ton style de cheveux quand tu crées ton personnage, ou même ton style de barbe et ton hairstyle, comme il appelle. Puis il y a beaucoup de classes qui font vraiment très post-apocalyptique, mais en soi, encore une fois, c'est du BX, fait que vous pouvez vraiment le prendre et le tourner un peu comme vous voulez. C'est très très simple à utiliser et à maîtriser. Neon Toxic Wasteland. Neon Lord of Toxic Wasteland, plutôt. Numéro 3. On y va avec le numéro 3. Je ne l'ai pas physiquement. Je pensais que j'allais l'avoir physiquement, mais je ne l'ai pas physiquement. Il s'agit en fait de Wastoid. Wastoid, je le mets numéro 3, mais c'est possiblement le jeu dans le lot qui a le plus l'allure, l'ambiance que reflète Fallout, parce que même c'est dit dans la description du jeu, c'est basé en termes d'esthétique énormément sur Fallout. C'est aussi inspiré par Gamma World, qui est un autre gros nom d'univers post-apocalyptique dans le jeu de rôle, mais c'est surtout Fallout. Mais comme le dit l'auteur, pas assez pour que Microsoft l'attaque en justice. C'est un jeu qui n'est pas complet encore, mais qui est tout à fait jouable. Et pour vrai, pour l'avoir essayé, c'est quand même vraiment très cool. C'est basé sur Nave. Nave qui est un des jeux OSR dans les mêmes veines un peu que Cairn et que Into the Odd. Et c'est vraiment très... Vous choisissez votre classe au début. Vous pouvez être un humain, vous pouvez être un robot, vous pouvez être un mutant, un genre de ghoul aussi. Vraiment, on voit les grosses inspirations, mais c'est aussi beaucoup parce que c'est tourné vers l'Atom Punk également. Ils disent l'Atomic Age, qui appelle dans le livre cette espèce de moment où il y a eu l'explosion, les bombes atomiques et tout ça, et c'était dans un monde justement rétro-futuriste. Mais je pense que ce que j'apprécie le plus dans ce livre-là, c'est vraiment toutes les tables aléatoires qu'il y a pour pouvoir générer des capacités, des pouvoirs, des caractéristiques, parce que c'est très modulable aussi en termes de personnages. On n'est pas cadré dans une seule classe ou d'une seule espèce. Il y a ta classe de base, mais après ça, il y a plein de choses que tu peux faire, il y a plein de manières de personnaliser ton personnage, et pour vrai, c'est gratuit. Celui-là est gratuit, il n'existe pas physiquement, parce que justement, je pense que l'auteur est encore dans ses préparatifs et ses tests, mais vous pouvez aller chercher gratuitement. Je vais mettre tous les liens. En fait, tous les liens des jeux que j'ai mentionnés vont être dans la description de cette vidéo. Et Wastoid est, selon moi, celui qui représente le plus Fallout en termes même de ce qu'il va proposer comme outil, ce qu'il va proposer comme idée de scénario. Même des factions. En fait, le jeu va aussi proposer des factions. Et ça, je trouve ça très cool. La manière que ça a été présenté pour pouvoir en fait dire qu'est-ce que la faction peut offrir comme information, comme objet. C'est quoi ses objectifs et tout ça. Et tout ça est concis. Une page par faction, très cool. Je l'aime beaucoup, Wastoid. J'espère un jour qu'il va y avoir une version finale qui va sortir. Physiquement, ça serait cool. On continue avec mon numéro 2. Il s'agit de Barbarian of the Rune Heart de Mike Evans. Mike Evans, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup, de DIY RPG, qui a fait des ouvrages pour DCC, entre autres, Dungeon Crawl Classic. Mais c'est un autre... En fait, je pense que c'est le premier ouvrage que j'ai eu, que je me suis procuré de lui. Et Barbarians of the Rune Heart, en fait, il est basé également sur le Black Hack, tout comme Rad Hack. Mais pourquoi est-ce que celui-ci se trouve en la deuxième position? Eh bien, tout simplement parce qu'il est plus complet. Il y a plus de stock, plus de classes, plus de possibilités, plus d'idées. Il est très, très complet en soi-même. Je trouve que ce livre-là, juste avec le livre de base, on peut avoir beaucoup de plaisir en termes d'univers post-apocalyptique. Et même si je trouve qu'il a cette capacité à pouvoir émuler des aventures à la saveur de Fallout, à la base, il n'est pas tant inspiré par Fallout, il est plus inspiré par Thundar the Barbarian, qui est un vieux comique. Donc l'ambiance est un peu plus proche, l'espèce de...
C'est de la genre de science fantasy post-apocalyptique. Là. Il y a un peu plus de magie que dans le Fallout classique, là, on s'entend. Même qu'on peut le voir sur le dessus, là, il y a comme un vieux mage, pour ceux qui m'écoutent avec le visuel. Qui m'écoutent avec le visuel, ça se dit bien. Pour ceux qui me voient à l'écran, il y a un vieux mage qui est comme un peu cybernétique, mais qui est aussi vraiment en shape. Il est genre comme un 6-pack. Il doit lancer des sorts, puis quand il n'y a plus de sorts, ben, il doit y rester ses pipes puis ses muscles. Et pour vrai, c'est très très cool. Juste avec ce petit ouvrage-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Des classes qui sont très bien inspirées. Les tables aléatoires sont vraiment chouettes dans celle-là. Il y a toute aussi la manière que le livre est présenté, la manière qu'il est divisé, la mise en page, elle est très cool. Juste pour vous montrer au hasard, j'ai pigé au hasard une mutation. Là, je vais un peu vous montrer le style de mutation qu'il y a. Nous avons ici... J'espère que j'en ai pogné une bonne. Suction Cup Hands and Feet. Ça signifie en fait que on a nos mains et nos pieds, c'est des mutations. Là. Nos mains et nos pieds sont rendus un peu avec des effets de succion, ce qui nous donne l'avantage pour résister à des jets pour se faire désarmer. Et si on ne porte ni gants ni souliers, on peut monter des surfaces qui sont normalement presque impossibles à monter. Donc un peu faire ton Spider-Man en grimpant sur des parois. C'est une des multiples choses qu'on peut découvrir dans ce très très beau livre-là. Des créatures très cool, genre une Giant Praying Mantis, une menthe religieuse géante qui détruit un gratte-ciel. On peut la voir ici détruire un gratte-ciel. C'est tellement badass. C'est vraiment dans mes gros coups de cœur. Un peu magique, si on s'entend. Un peu trop magique peut-être pour émuler Fallout. Mais c'est du Black Hack. Et le Black Hack, un peu comme tous les jeux que je viens de présenter là, ça se tourne et ça se twist et ça se démanche comme on veut. Ce qui est la beauté de ce type de système-là. Et mon numéro 1, il s'agit en fait d'une égalité. Et oui, 2 ouvrages, 2 livres qui ont la même source, la même mécanique de base, mais qui vont avoir des différences au niveau des règles sur certains aspects mécaniques, surtout, mais aussi également sur la manière de prendre et d'exploiter le monde post-apocalyptique. Les deux vont être très différents, cette manière d'afficher-là, de comment est-ce qu'on vit le monde d'après. Le premier, il s'agit de Mutant Crawl Classic, un officiel publié par Goodman Games, la même gang qui font DCC, Dungeon Crawl Classic, qui est basé sur les règles de DCC. Et le second, eh bien, c'est un non-officiel, c'est-à-dire un ouvrage qui n'est pas publié par Goodman Games, mais qui va tout de même exploiter aussi le monde post-apocalyptique. Il s'agit de The American Survival Guide, publié par Shield of Fate Studio. Et ce qui est vraiment très cool, c'est que les deux sont très complémentaires parce qu'ils ne vont pas du tout dans les mêmes zones. Ils ne vont pas du tout dans la même saveur. Et même si les deux vont avoir le DCC, Dungeon Crawl Classic, j'en parle déjà assez souvent comme ça sur la chaîne, eh bien, il va quand même avoir des petites différences ici et là sur les règles, sur les mécaniques, sur la manière de jouer la technologie, la manière d'utiliser la technologie, la manière d'utiliser les armures aussi également. Ce n'est pas les mêmes classes non plus. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas vrai. Là. C'est vraiment c'est des détails qui, je trouve, peuvent être soulevés, tassés de la main ou même interchangés d'un livre à un autre sans difficulté. Mais où est-ce que ça vient tirer vraiment sa saveur? Pourquoi est-ce que je trouve que ces deux livres-là, ensemble, offrent l'expérience la plus complète en matière de post-apocalyptique? Eh bien, c'est parce que, justement, ils vont l'exploiter de façon bien différente, mais ça peut aller tirer de l'information, ça peut tirer des sources, s'inspirer de l'un ou de l'autre. MCC, Mutant Crawl Classic, va beaucoup plus se tourner sur des créatures tribales. Le monde d'après, il y a eu une apocalypse, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Les gens vivent en tribus, les gens vont porter des fourrures. On est quasiment plus dans l'espèce de la préhistoire, presque néolithique. Mais on tente de comprendre, en fait, les technologies d'autrefois. Et ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, c'est qu'il va avoir, en fait, le maître de jeu, le juge, est vraiment encouragé à décrire un peu les découvertes que vont avoir les joueurs et les joueuses, mais de décrire de façon à ce qu'ils ne le comprennent pas, ou du moins le scinder cette découverte-là en plusieurs segments pour pas que les personnages puissent immédiatement comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai fait une partie où les personnages devaient se rendre dans un lieu éloigné de leur campement et ils devaient aller trouver un espèce de chaman, ou du moins un soigneur qui avait la capacité de ressusciter les gens morts. Et là, c'était vraiment super impressionnant pour eux. Ils étaient vraiment convaincus qu'ils allaient trouver un vieux chaman, un vieillard complètement ratatiné qui allait pouvoir utiliser sa magie pour soigner tout le monde. Et quand ils sont arrivés, ils avaient une espèce de ruine, des temples. Ils devaient explorer des endroits difficiles, des endroits qui n'avaient aucun sens, qui n'étaient pas capables de comprendre
Pourquoi est-ce qu'il y avait une rivière qui passait là? Pourquoi est-ce que les bâtiments étaient montés sur des pylônes? Pourquoi est-ce que certains bâtiments étaient détruits puis qu'il y avait des faux semblants? C'était pas vraiment un vrai bâtiment avec un toit en paille, c'était de la fausse paille, mais plus en plastique. Eh bien, c'est parce qu'ils étaient dans une glissade d'eau. Ils étaient dans un centre de glissade d'eau, de plaisir, un peu comme ceux qui sont au Québec, le village des sports, ce qui est Valcartier. C'est un ancien centre de glissade d'eau où toutes les glissades maintenant sont vides, mais où les bâtiments ont été investis par des espèces d'hommes-poissons dangereux et l'espèce de rivière qui scinde l'endroit en deux, eh bien c'est un ancien endroit où il y avait des morceaux de bois qui passaient, que les gens pouvaient se déplacer, se promener dans les morceaux de bois à la manière des espèces de véhicules. Et là, ça, c'est un peu la découverte. C'est de découvrir, OK, maintenant, ils comprennent, on est dans un truc de glissade d'eau. On est dans un centre de glissade d'eau. Et le fameux chaman, eh bien, c'est un espèce de robot qui était le robot sauveteur de la glissade d'eau, qui devait comme soigner les gens qui se blessaient, il me semble qu'ils couraient trop proche de la piscine et qui tombaient sur le sol. Il fallait qu'il les soigne. Ça, c'est vraiment la saveur MCC. C'est découvrir un monde, le monde d'avant, avec les yeux de quelqu'un d'après qui ne sait pas du tout dans quoi est-ce qu'il s'embarque. Et c'est beaucoup plus justement tourné vers l'ambiance plus tribale. On est dans un monde très dangereux. La faune et la flore évoluent. Ça reste foufou, mais foufou à la DCC. C'est pas trop foufou, juste correct. L'autre, par contre, American Survival Guide, que j'aime vraiment beaucoup. En fait, je pense que si je devais choisir juste un des deux, ce qui est très difficile, je choisirais The American, parce que c'est vraiment plus proche d'un dessin animé du samedi matin. C'est fourre-tout. C'est un pot pourri, plein de choses mélangées ensemble. C'est Mad Max, c'est Thunder the Barbarian. Ça rend... en fait, c'est encore plus sauté, je trouve, que DCC en matière de saveur et de proposition. Et je pense que justement, les gens doivent un peu savoir dans quoi s'attendre, dans quoi est-ce qu'ils s'embarquent, parce que c'est très, très, très flyé. C'est ridicule. Faut comme que tu sois prêt à t'embarquer dans quelque chose de ridicule et un peu niaiseux. Parce que si vous êtes à l'aise, si vous connaissez un peu DCC, vous savez qu'il y a des patrons, des espèces d'entités avec qui on peut faire affaire pour avoir des pouvoirs magiques, par exemple. Eh bien, dans The American, un des patrons, eh bien, c'est une espèce de clown vraiment vilain. Méchant qui possédait autrefois une chaîne de restaurants. Vous comprenez un peu de qui je parle. Une espèce de clown qui sert des burgers. Et c'est un des patrons qu'on peut avoir. Fait que c'est vraiment deux jeux qui ont une approche très, très, très différente de l'univers post-apocalyptique. Un des deux qui est beaucoup plus tribal, sauvage. Si vous cherchez quelque chose qui est beaucoup plus Fallout, Mad Max, The American, justement, va beaucoup plus tourner là-dessus. Si vous voulez quelque chose qui est plus comme La planète des singes, presque. Zardos, le film avec Sean Connery qui est comme en bobette. Eh bien, Mutant Crawl Classic s'approche plus de ça. Et ensemble, selon moi, je trouve que les deux offrent une expérience ultime. Alors qu'on peut aller chercher des choses d'un côté comme de l'autre pour offrir cette expérience qui s'approche le plus possible de Fallout, qui est le but original de cette vidéo beaucoup trop longue. Donc c'est ça. C'était ça mon numéro 1. The American Mutant Crawl Classic. Très très bon jeu. Pour vrai. C'est qu'il y a de la saveur là-dedans. C'est vraiment, vraiment, vraiment complet. Si vous voulez du genre post-apo, sautez là-dessus. Mais je serais curieux de savoir, vous, de votre côté, c'est quoi votre jeu de rôle post-apocalyptique favori? Est-ce que c'est justement Vermine? Est-ce que c'est... Il y en avait un autre. C'était quoi déjà? Comment ça s'appelle? J'ai un blanc. J'ai un blanc pendant que j'enregistre la vidéo. C'est un jeu de rôle où que les personnages jouent des jeunes qui vont se trouver dans un monde où il n'y a plus d'adultes. Et à la base, c'est un jeu... je suis en train de parler pendant que je suis en train de claquer sur mon ordinateur. C'est un jeu qui est basé sur libreté. Libreté. Oui. Ça, je pense que c'est du... Oui, c'est ça, c'est du post-apo, ça. C'est du post-apo et ça, j'aimerais vraiment beaucoup ça, l'essayer. Les enfants qui se perdent un soir dans la pluie finissent par quitter le monde des adultes et s'égarer dans la ville. Et c'est comme une espèce d'endroit où que les adultes n'existent pas et où que les enfants doivent comme un peu prendre en charge la situation. Et je trouvais que ça avait l'air très cool comme saveur de post-apocalyptique avec quelque chose d'autre. Justement, on s'éloigne vraiment beaucoup plus encore du style très classique. Fait que je serais curieux de savoir, vous, de votre côté, c'est quoi? Dites-moi en commentaire. C'est sûr que je vous lis. Parce que si j'ai fait une aussi longue vidéo, croyez-moi que je vais prendre le temps de lire les commentaires en dessous. Pour les autres, eh bien, je vous encourage de liker, partager, commenter. Laissez un petit pouce vers le haut. Et si possible, un petit abonnement si ce n'est pas fait. Et on se dit à la prochaine, voyageurs des terres désolées.